les grands flics se sont confiés à lui. Guillaume Fard est notre invité. Merci d'être fidèle à Jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Vous qui avez fait le choix de vous mettre au service de nos concitoyens et des valeurs de notre République. Vous qui avez fait le serment de protéger. Vous qui avez accepté de risquer votre vie pour cela. Vous êtes à l'œuvre tous les jours, fidèle à votre engagement. Soyez fiers d'être policier. Si les grands flics que notre invité a rencontrés pour sa série d'entretiens sont habités à jamais par leur mission, il semblerait que la police ait à ce jour du mal à recruter. Ce soir, on s'intéresse donc à ce lien qui nous unit, nous, citoyens, à notre police nationale, ce que l'on célèbre au moment des attentats et que l'on ne nie pendant les manifestations. Alors, qui sont ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie au quotidien? La police d'hier est-elle celle d'aujourd'hui? Les grands flics se racontent. C'est tout de suite avec notre invité. Bonsoir Guillaume Fard. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur affilié à Sciences Po et vous êtes l'auteur d'une série d'entretiens. C'est un ouvrage qui est apparu aux éditions du Rocher. Flic Story, les grands flics se racontent. On va y revenir. Mais auparavant, je voudrais quand même que l'on commence avec cette relation justement passionnée entre la population française et la police. Quel mot est-ce que vous choisiriez, vous, pour la définir? Bonne. Un qualificatif, je dirais ça. Parce que, au fond, quand on interroge les Français sur la confiance dont ils créditent la police, vous savez, j'ai l'honneur d'être chercheur associé au CEVIPOF. Tous les ans, je m'occupe d'un baromètre de la confiance dans la police. Rappelez ce qu'est CEVIPOF, justement. C'est le centre d'études de la vie politique de Sciences Po, mais au-delà de ça, on demande régulièrement aux Français ce qu'ils pensent de toute une série de sujets, et pas que des sujets politiques, aussi des sujets institutionnels. Et donc, annuellement, on fait une enquête, et donc on demande aux Français quel est le niveau de confiance dont ils créditent les maires, les armées, la justice, l'hôpital, enfin tous les services publics, dans la police. Bon, au dernier relevé des compteurs en début d'année, on est à 74%. C'est bien 74% de code de confiance, c'est quasiment 3 Français sur 4. Après, si on compare aux voisins, c'est légèrement en dessous des Allemands, ça a été supérieur cette année aux Britanniques où la confiance chez eux s'est effondrée, mais sinon, on est un bon taux. Ce qui est intéressant de regarder, c'est les variations de ce taux. C'est pas toujours 74%. Ça a pu être plus, vous l'avez dit Flavie, au moment des attentats en 2015, 80%. C'est le maximum sur les 15 dernières années. 80%, c'est le moment où Renaud chante « J'ai embrassé un flic ». Eh bien justement, je vous interromps parce que je voudrais que l'on entende. On est en 2015, une année qui est inoubliable par ses drames, les attentats qui ont ensanglanté le pays et tué 3 fonctionnaires de police. Lors des manifestations en hommage aux victimes, la police s'était applaudie, un geste collectif qui était jugé exceptionnel et inédit. Et Renaud en avait écrit cette chanson. J'ai embrassé. Il vient à 49.3, ça c'est le mouvement Nuit debout, place de la République, vous vous en souvenez forcément, oui, qui confronte les forces de l'ordre aux manifestants. S'en suivent alors des manifestations contre la haine anti-flic, et puis ensuite contre les flics, et puis le 18 mai 2016... Là, on entend le son, mais en fait, il y a des images qu'on a tous vues à la télévision, des hommes qui mettent le feu à une voiture de police et qui tabassent un agent. Oui. C'est ça qui est complètement... Vous parliez de ces variations, c'est-à-dire qu'on est capable de les célébrer dans des moments où la France se ressaisit, et on est capable aussi de les rejeter, voire de les tabasser, dans des moments où ils sont censés défendre les intérêts de l'État contre ceux des citoyens. Oui, on passe de « j'ai embrassé un flic » à « tout le monde déteste la police » ou pire, « suicidez-vous ». On a cette variation-là. Et donc, on passe de 80% de code de confiance à 66%. C'est-à-dire qu'en sortie d'année de manifestation de Gilets jaunes, donc tout début 2020, donc on est après l'année 2019, il n'y a plus que 2 Français sur 3. On partait d'une cote qui était au-delà de 3 Français sur 4. Pourquoi? C'est assez simple à expliquer au fond. C'est que les Français aiment la police quand elle leur porte secours. C'est police secours d'ailleurs, on fait le 17 ici, police secours, mais quand la police recourt à la force et qu'elle est présentée sous un angle plus coercitif, ça les Français aiment moins. Alors après, les Français, ils aiment pas que la police recourt à la force quand ceux qui sont l'objet de ce recours à la force sont proches d'eux. Si c'est recours à la force contre un terroriste, on se sent peu en empathie. Contre un grand bandit, un pédophile, non plus. Maintenant, si c'est un Français qui manifeste,
a fortiori parce qu'il a des fins de mois difficiles, alors là, forcément, ça plaît moins. Et donc, il y a cette interchangeabilité qui joue à plein. Et c'est pour ça qu'en sortie de manifestation de Gilets jaunes, la cote de confiance des Français dans la police s'était effondrée. Parce qu'on avait vu la police recourir à la force contre des manifestants qui auraient pu être eux, ou avec lesquels ils se sentaient en solidarité. Et justement, ce côté versatile de la population française vis-à-vis de sa police, est-ce que c'est quelque chose aussi que l'on peut retrouver dans des pays étrangers, dans d'autres pays européens, et est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait souffrir aussi les forces de l'ordre? Des variations, on en trouve partout. J'évoquais le cas de la Grande-Bretagne qui est passée de 3 Britanniques sur 4 qui ont confiance dans la police à peine plus d'1 sur 2 pour des événements qui sont propres à l'actualité britannique. Puis après, vous savez, la cote de confiance de la police, il faut la regarder aussi dans ses composantes sociologiques. Plus vous êtes vieux, plus vous avez confiance, plus vous êtes jeune, plus vous êtes en posture de défiance. C'est pas un cliché. C'est vrai. Et dans le cas des jeunes Français, par exemple, l'année 2020, avec notamment en fin d'année l'affaire Zecler, a beaucoup marqué la confiance des Français, jeunes Français, 18-24 ans, dans la police. C'était à peine plus d'1 sur 2. Rappelez justement ce qu'était l'affaire Zecler pour les plus jeunes. L'affaire Zecler, c'est un producteur de musique qui est victime de violences illégitimes dans son local et il s'avère que... De violences policières, il y a eu des images qui sont captées, qui sont diffusées. Et la viralisation de ces images fait que les jeunes Français se disent mais au fond, la police pourrait être aussi violente avec moi, jeune Français. Et donc, la cote de confiance des plus jeunes dans la police s'effondre. Ce qu'on n'a pas vu après l'affaire Naël, assez paradoxalement, pour tout l'année dernière. Et comment on peut l'expliquer, justement, ce jeune Naël qui, lui, a été tué à bout portant au volant d'une voiture Ces images-là ont effectivement moins joué, alors qu'il y avait eu en plus... Pourtant, il y a eu des manifestations. Il y a eu la séquence des émeutes, etc. Mais on n'a pas vu de... Personnellement, je le pensais, que quand on a dépouillé les résultats des enquêtes sociologiques en début d'année, on aurait un effondrement de la confiance des jeunes, comme on l'avait vécu pour l'affaire Zecler. En fait, non. Les jeunes Français sont restés dans les 60% de cote de confiance, là où ils étaient descendus... Et ça, on ne l'explique pas, forcément. Non, on n'a pas d'explication plus que celle que je vous livre là. Il y a des affaires qui vont avoir un impact plus ou moins fort. Ce que l'on sait dire, en revanche, c'est que ce qui joue à plein sur la cote de confiance des Français dans la police, c'est plus la perception que l'expérience. Ça, on sait le dire. Au fond, la part de Français qui ont un contact physique incarné avec un policier, elle est assez faible. C'est à peine un Français sur 5 par an. Vous-même, je ne sais pas si vous avez des échanges dans l'année avec un policier, que l'échange soit voulu ou pas, que vous ayez fait le 17, que vous avez porté plainte, ou que vous soyez contrôlé dans la rue au volant de votre voiture. Donc c'est une minorité qui a un contact physique. En revanche, tout le monde a une opinion. Et comment se construit cette opinion par rapport à ce que vous voyez, pas nécessairement par rapport à ce que vous vivez. On va se retrouver dans un instant parce qu'on peut s'interroger aussi comment est-ce qu'on réagit quand la police elle-même est touchée. On va revenir sur la dernière actu qui a touché justement la police. 2 morts à déplorer, c'était l'attaque du fourgon pénitentiaire à Incarville. Jour J se poursuit avec Guillaume Fard. Dans un instant, Guillaume, nous allons parler de vos entretiens que l'on retrouve donc aux éditions du Rocher, Flick Stories, quand les grands flics se racontent. Mais pour l'heure, c'était le 14 mai sur RTL. On vous l'a annoncé dès midi sur RTL. Au moins 2 agents pénitentiaires ont été tués ce matin dans l'heure lors de l'attaque de leur fourgon. Ils transportaient un détenu qui a réussi à prendre la fuite. La dernière actu donc qui a sidéré les Français, c'est l'attaque du fourgon pénitentiaire à Incarville. 2 morts sont à déplorer. Depuis, le fugitif Mohamed Amra est l'homme le plus recherché de France. Des moyens sans précédent sont mobilisés pour retrouver les fugitifs en cavale. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. C'est quoi ces moyens dont il parle ? C'est d'abord des moyens d'enquête en nombre d'enquêteurs. Plusieurs centaines d'enquêteurs pour retrouver un individu, on ne fait pas ça tout le temps. Et puis après, ce sont des moyens qui sont des moyens techniques. Il y a un gros travail qui est fait notamment autour de la téléphonie, essayer de chercher quels sont les téléphones portables qui ont borné dans une zone donnée à un temps donné pour voir si on peut remonter ainsi des pistes. D'accord. Il a évoqué aussi, Gérald Darmanin, des moyens de coopération internationale. Oui, ça consiste à demander à des pays partenaires s'ils ont des informations concernant cette enquête. Mais ça veut dire que si vous leur demandez s'ils ont des informations, c'est que vous en avez vous-même. Et donc vous avez des pistes. Et là-dessus, évidemment, le ministre ne peut strictement rien dire. Et même la procureure de la République de Paris, qui est habilitée à s'exprimer, le code de procédure pénale le lui permet, ne dit strictement rien, on comprend. C'est extrêmement sensible. Et jusqu'au dernier moment, il faudra préserver l'information. Donc on n'en sait absolument rien aujourd'hui. Je ne peux pas vous demander où on en est à ce jour des recherches. Moi, personnellement, j'en sais rien. Et puis, je ne vais pas le savoir. On le saura si... vous savez, à partir du moment où vous recherchez non pas une personne, mais plusieurs personnes, ça veut dire
dire que l'arrestation doit être coordonnée. On ne peut pas prendre le risque que quelqu'un s'échappe. Si ces personnes ne sont pas ensemble, ce qui est généralement ce que font les bandits quand ils ne veulent pas être pris, ils ont plutôt tendance à se disperser. Ça veut dire qu'il faut coordonner les arrestations. Donc il faut rester extrêmement discret sur ce que vous savez, puisque une fois que vous avez logé, vous observez et après vous intervenez pour interpeller. Des ennemis numéro 1, il y en a eu à toutes les époques. Dans les années 70, le fugitif le plus célèbre de France, c'était Jacques Mérine. Ils avaient mis 1 an et demi à lui mettre la main dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Vous parliez de la téléphonie, vous parliez de finalement de nouvelles technologies. Qu'est-ce qui a changé dans la traque aujourd'hui? Les nouvelles technologies, ça joue beaucoup. Je vous donne un exemple sur Jacques Messrine. Pour retrouver Jacques Messrine, les policiers cherchent la compagne de Jacques Messrine. Et pour retrouver la compagne de Jacques Messrine, ils cherchent la voiture de la compagne de Jacques Messrine. Et donc, comme ils ont une info sur la voiture, ils se disent, mais où retrouver cette voiture? À l'époque, il n'y a pas de vidéoprotection de voie publique et vous n'avez pas de logiciel avec une intelligence artificielle où vous rentrez une plaque numérologique et on vous ressort. Bon, ça n'existe pas. Donc, vous dites, peut-être que, comme tout le monde, cette dame s'est mal garée et un jour a peut-être pris une prune. Et donc, vous allez passer au PV et ça prend des heures, et même des jours, et même des semaines pour aller passer tous les PV un par un pour voir si, effectivement, il y a une prune. Là, bingo, vous avez une adresse. Vous savez où la personne a pris la contravention. Et après, il faut planquer. Vous imaginez le temps que ça prend. Et puis, il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a pas d'appareil photo dans les téléphones portables. Il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de caméra de surveillance. Et donc, Jacques Messrine allait en boîte de nuit. Et puis après, il fallait constamment lui courir après. C'est quelqu'un qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Donc, ah oui, Jacques Messrine était tel soir dans telle boîte de nuit. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et donc, c'est des semaines pendant lesquelles tout le monde avait vu Jacques Messrine partout dans Paris et où le groupe d'enquête qui était dirigé par le commissaire Broussard devait lui courir après, littéralement. Voilà, lui courir après littéralement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la traque, par exemple, de Mohamed Amra et de ses compères, dont on a bien compris que, en toute logique, ils devraient s'être dispersés, cette traque, elle peut se faire d'un bureau derrière un ordinateur? Pas exactement, mais en tout cas, les moyens techniques peuvent aider. Et puis, si après, vous pouvez vous approcher discrètement, vous pouvez imaginer des logiques de balises, GPS, enfin, on peut voir ça. Hein. Vous savez, il y a eu, dans le cadre de la recherche de la surveillance de certains terroristes, des moyens de sonorisation assez sophistiqués dans l'appartement, dans la voiture, des systèmes de géolocalisation qu'on peut utiliser contre vous. On met ça dans votre sac à main ou dans des effets personnels. Bon, on arrive à vous suivre. Et ce sont des techniques qui sont des techniques légales. À l'époque que vous évoquez dans les années 70, il n'y avait pas tout ça. Mais aujourd'hui, même s'il y a tout ça, l'humain reste essentiel. Regardez la traque d'Abdelhamid Abaoud, qui est l'auteur, le cerveau des attentats du 13 novembre 2015. Bon, d'abord, tout le monde est surpris de le trouver dans un buisson à Aubervilliers. Et ensuite, une fois qu'il est trouvé dans un buisson, il faut installer une caméra autour du buisson. Donc, la technique est là. Mais vient le moment où il faut quand même le prendre en filature pour qu'il vous conduise à l'appartement à Saint-Denis où sa trajectoire s'arrête. On va se retrouver dans un instant. Vous évoquiez les années 70. Certains des flics, justement, que vous avez rencontrés ont œuvré dans ces décennies 70-80. On se retrouve tout de suite avec vous sur RTL. Guillaume Farde, vous êtes donc l'invité ce soir de Jour J. Vous êtes l'auteur de Flic Stories. C'est une série d'entretiens que vous ont accordé 10 des plus grands flics de France, de Martine Monteil, que nous avions reçu dans Jour J, à Christophe Molmy, que nous avions reçu aussi dans Jour J, en passant par Christian Flech. Pourquoi cet ouvrage, justement, Guillaume Farde ? C'est une bonne question, parce qu'en fait, quand on se penche sur les récits de grandes affaires criminelles qui passionnent les Français, qui me passionnent à titre personnel, on a d'excellentes émissions, d'excellents podcasts, L'heure du crime en fait partie sur RTL, qui racontent des affaires. Donc Votre cher Jean-Alphonse Richard. Absolument, qu'on salue. Il y a de très bonnes bibliothèques d'affaires. Par contre, il n'y a pas de collection de portraits. Ça n'existait pas. Et donc, ce que je voulais proposer, c'était de revisiter les affaires à travers des personnes qui en ont été les acteurs. Et à travers la vie d'une personne, on peut revisiter plusieurs affaires. Et c'était cette approche un peu en pas de côté que je voulais proposer. Qu'est-ce qui fait un grand flic, selon vous ? Eux répondront tous que ça n'existe pas. Il y a 9 policiers et un gendarme dans Flic Stories, le livre. Et les 10, aux 10, je pose la même question. Qu'est-ce qu'un grand flic ? Puis Denis Favier, je dis qu'est-ce qu'un grand gendarme ? Et tous disent, mais ça n'existe pas. Il n'y a pas de grand flic sans grandes affaires.
Alors voilà, sans grand voyou, sans grand criminel. Voilà, aussi. En fait, ils disent qu'il y a une part de chance qui fait que, à l'échelle d'une carrière, on va être en première ligne sur une affaire ou plusieurs affaires fortement médiatisées et que c'est comme ça que soi-même on va être amené à prendre la lumière. Bon, ils sont tous extrêmement humbles et modestes. Moi qui ne suis ni policier ni gendarme mais qui n'ai rien fait d'exceptionnel, je peux le dire. Non, en fait, ce sont vraiment de grands professionnels parce que quand ils ont été confrontés à de grandes affaires, ils ont su bien les gérer. Et ça, pour le coup, c'est selon moi, ce qui fait un grand flic. Et d'ailleurs, quand on lit votre ouvrage et qu'on lit ces entretiens, on se rend compte que dès le début, ils ont quelque chose presque d'animal. Ils ont une sorte de flair, ils ont le goût de la traque. Il y a quelque chose qui les habite véritablement dans leur mission. Pour ceux qui sont en police judiciaire, oui. Parce que vous êtes dans la recherche du criminel. D'ailleurs, Christophe Monmy, que vous citiez, quand il commence sa carrière en police judiciaire, c'est pour aller chercher des grands évadés. Donc oui, là il y a un côté chasseur. Quand vous courez derrière Antonio Ferrara ou Joseph Manconi, enfin en tout cas des figures du grand banditisme qui se sont évadées plusieurs fois. Puis l'évasion de Ferrara, c'était quand même quelque chose, où il se fait carrément évader de sa prison à coups d'explosifs. Enfin, c'était quand même assez spectaculaire. Et donc, oui, là, il y a quelque chose qui relève véritablement de l'instinct. Après, quand vous êtes dans d'autres missions, en intervention, par exemple, ou en contre-terrorisme, c'est moins vrai, mais ça n'est pas moins dangereux ou moins risqué ou moins spectaculaire. Non, mais il y a quand même quelque chose qui fait que ces flics-là se sont distingués. Au-delà même des affaires, c'est qu'ils ont su les mener. Oui, ils ont su les mener, et puis, surtout, ils sont tous habités par une grande envie de servir. Vous ne vous appartenez plus quand vous faites ce métier-là. D'abord, vous y consacrez votre vie personnelle, votre vie familiale en souffre. Ça, il le raconte sans trop le raconter, mais vous êtes marié plus à votre métier que votre épouse ou à votre époux, dans le cas de Martine Monteil ou de Sophie Hatt. Et puis, vous avez quand même une volonté de vous engager au service du public. Pour beaucoup, c'est quand même plusieurs dizaines d'années de service de la France, 40 ans dans le cas de Jean-Luc Femengui, de Frédéric Vaut, presque un demi-siècle dans le cas d'Ange Mancini. Bon, il faut vivre avec le service de la France pendant aussi longtemps. Et c'est en cela, je crois, qu'ils sont assez admirables. Ils se sont engagés, pas parce qu'ils se croyaient indispensables, mais plutôt parce qu'ils pensaient qu'ils avaient modestement quelque chose à offrir au pays, et ils l'ont fait. Il y a 2 femmes, vous venez de les citer. Martine Monteil, première femme à gérer le 36 quai des Orfèvres. Est-ce que les femmes ont une façon d'embrasser leur carrière différente des hommes ? Martine Monteil, elle s'engage dans la police à une époque où, elle vous l'a sans doute raconté quand elle est venue au micro de Jour J, où le slogan c'est « La police, un métier d'homme ». C'est comme ça qu'on recrutait. Et donc, elle, femme, fille de policier quand même. Je pense qu'elle le dit d'ailleurs, que ça a joué. Ça a joué évidemment dans son engagement. Elle voit ça et elle devient quand même commissaire de police. Puis après, elle est la première femme en tout. Première effectivement à diriger plusieurs brigades, les STUP, la Mondaine, la BRB, la brigade criminelle, tout ça au 36 quai d'Orfèvre. Puis première femme à diriger le 36, puis première femme directrice de la police judiciaire de France, puis première femme commissaire à devenir préfète. Donc la meilleure, quoi. Il fallait une première en tout, ça a été elle. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans son cas, elle le vit pas, et d'ailleurs c'était pas le cas, comme une forme de discrimination positive. C'est simplement que elle était effectivement très compétente. Et ce que j'ai mieux mesuré à l'issue de l'interview avec elle, c'est que elle incarne quelque chose, elle est une figure inspirante pour d'autres femmes. Et après elle, il y a beaucoup de femmes qui se sont reconnues en elle sur le registre. Mais en fait, c'est possible. On peut être une femme et faire des choses et avoir des fonctions à responsabilité au sein de la police nationale. Et la police nationale a beaucoup grandi, mûri. Puis son slogan, ça n'est plus un métier d'homme, heureusement d'ailleurs. C'est quoi son slogan maintenant ? Il y a plusieurs slogans. Celui que je préfère et qui est le plus récent, c'est « Protéger le plus beau des métiers ». Je crois que ça résume assez bien ce qu'est la vocation du policier, c'est de se tenir aux côtés des victimes. Et quand vous faites le 17 et que vous êtes en détresse, vous êtes sans doute heureuse ou heureux quand quelqu'un vient vous porter secours. Eh bien justement, protéger le plus beau des métiers. Ce plus beau des métiers semble perdre un petit peu de son attrait auprès des plus jeunes. Il paraît qu'on a du mal à recruter. On va se retrouver dans un instant et on va s'interroger. Pourquoi ? À tout de suite. Guillaume Farde, vous avez interviewé, rencontré les plus grands flics de France, si je puis dire. Certains. D'ailleurs, on dit flic ou pas ? Parce que c'est marrant, en préparant l'émission, je reprenais le titre de votre ouvrage, Flick Stories, les grands flics se racontent. Et en même temps, je me dis, tiens,
c'est fou parce que pour moi, ça n'est absolument pas dénigrant de parler des flics. Pour eux non plus. Non, pour eux non plus. Ils s'appellent volontiers comme ça. Okay. Non, ils rejettent pas du tout le terme. Ils parlent même de culture flic entre eux. Cet état d'esprit très particulier qui font qu'ils se reconnaissent facilement entre eux. Charles Pellegrini, super flic justement, qui a géré la prise d'otage à la prison de Clairvaux en 71, il parle lui-même de job de poulet. Oui, absolument. Il dit j'ai fait mon job de poulet. Oui, non, mais vous savez, c'est des gens qui ont deux immenses qualités, l'humilité, l'humour. Ouais. Ça les caractérise assez bien. En 2024, on parle des poulets, on risque le blâme quand même. Hein. Oui, mais encore une fois, ils le rejettent pas. C'est des gens qui ont beaucoup d'autodérision et qui sont très second degré, puis on rigole beaucoup avec eux. Quel regard portent-ils justement ces grands flics sur la police d'aujourd'hui? Ce qu'ils disent pour les plus âgés d'entre eux, hein, Charles Pellegrini, s'il écoute l'émission et que je rappelle qu'il a dépassé les 80 ans, il va m'en vouloir. Il n'en prendra pas ombrage. Non. Ou Ange Mancini qui les a atteints, ils vont vous dire que ça a beaucoup évolué sur le plan technologique. La police est beaucoup technologisée, mais ils vous diront aussi avec beaucoup de recul que la police vit avec son époque. Les policiers sont des acteurs de leur temps, ils sont contemporains de leur époque. Et donc, eux, ils n'en ont aucune forme de nostalgie. En fait, ils considèrent que la police des années 70 et 80 correspondait à la société des années 70 et 80. Et donc, la police des années 2020, c'est la société des années 2020. C'est intéressant parce qu'on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas de grands flics sans grande affaire. Et nous, il nous est arrivé de recevoir des voyous, certains grands voyous, et qui disent nous, à l'époque, on respectait les flics, quoi. Oui. J'ai l'impression que d'un côté comme de l'autre, on ne tient pas forcément le même discours. Vous nous parlez d'une grande sagesse dans le discours des anciens flics, et pour le coup, les voyous regrettent cette période où il y avait comme un code d'honneur entre. Vous voyez ce que je veux dire? Selon moi, il y a une grande part de mythes et légendes là-dedans. Quand vous tirez sur un policier, je ne sais pas si vous le respectez beaucoup, et tous ceux qu'on cite se sont fait tirer dessus. Je ne sais pas si on peut tirer et tenter de tuer un policier en le respectant. Pour moi, c'est assez contradictoire. Non, mais en disant que quand il se faisait arrêter, c'était respect, tu m'as chopé. Oui, ça c'est. Vous pensez que ça fait partie de la légende? C'est Mesrine. Alors ça, c'est Mesrine qui crée un peu sa légende, les arrestations champagne. D'abord de Marc Aliaros, qui est aussi un des 10 du livre, où il leur dit c'est du beau job qui est votre boss, ça blonde de champagne ensemble. Et puis après, quand il dit à Broussard, le premier de nous deux qui tirera sur l'autre, et que ça se termine à la porte de Clignancourt avec des armes et des grenades prédégoupillées à l'avance, c'est pas ce que j'appellerais moi respecter quelqu'un. Puis Ange Mancini a une bonne formule dans le livre, il dit, vous savez, un bandit c'est un bandit. Le bandit des années 70, à une époque où il y a beaucoup de braquages de banques, ce qui a complètement disparu aujourd'hui, où ça tire. On n'avait pas les images, donc ça marquait moins les gens. Mais si vous lisez les coupures de presse de l'époque, quand on vous raconte que les gens se couchaient sous les voitures, essayaient de partir avec les poussettes, avec les bébés à l'intérieur, parce que ça défouraillait au moindre carrefour, c'était pas une époque qui était nécessairement plus enviable. Vous avez raison, c'est qu'en fait, l'image de la police ou les méthodes de la police ont changé, mais le crime a changé aussi. Le crime a évolué, puis je crois que surtout ce qui a évolué, c'est que on ne le montrait pas de la même façon. C'est pas pareil de lire une coupure de journal où on vous dit ça a tiré et puis il y a eu des blessés et puis il y a même eu des tirs fratricides, c'est-à-dire des policiers qui sont morts en opération parce que des collègues leur ont tiré dessus. C'est arrivé, Jean-Luc Fermigny le raconte, il a perdu des collègues comme ça. C'est une chose de l'écrire, de le lire, et c'est une autre chose de le voir. Et le poids de l'image fait que vous ne ressentez pas la violence de la même manière. Pour autant, des fusillades, il y en avait beaucoup plus à leur époque qu'il n'y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, la police, elle compte plus de 100 000 forces de l'ordre. Oui, on peut même aller jusqu'à 140 000 si on inclut les personnes administratives. Ouais. Alors on dit qu'elle peine à recruter. C'est vrai, alors pour différentes raisons. Sans être trop technique, d'abord il y a un effet pyramide des âges. Les policiers sont en moyenne relativement âgés et donc il y a beaucoup de départs à la retraite. Oui, et visiblement il n'y a pas assez de jeunes. Voilà. Alors d'abord il faut compenser les départs à la retraite. Et puis vous ajoutez à cela les créations nettes de postes, c'est-à-dire les effectifs supplémentaires au-delà des compensations des départs en retraite, parce que depuis 2012, les effectifs remontent. C'était une promesse du quinquennat Hollande. Il y a eu quand même 13 000 postes créés sur le quinquennat Hollande. Et puis, Emmanuel Macron a promis et réalisé la création de 10 000 postes de policiers et gendarmes supplémentaires sur son premier quinquennat. Et il a annoncé qu'il y en aurait 8 500 de création nette en plus sur le second quinquennat. Donc, si vous avez, qui s'empile, le besoin de renouveler les partants à la retraite, plus le besoin des créations de postes, et que le nombre de candidats est soit constant, soit décroissant, bien, il faut abaisser les critères de sélection. Et
C'est en cela que c'est pas évident. Hein. C'est qu'il faut plus de monde, beaucoup plus de monde, au moment où il n'y a pas nécessairement plus de monde qui a envie. On va se retrouver tout de suite parce que il y a des raisons qui sont aussi invoquées comme la lourdeur des procédures, les horaires à rallonge, la dévalorisation, la rémunération. Vous allez nous dire aussi combien gagne un flic, tiens. Non mais c'est vrai, ça fait partie quand même des choses. On dit par exemple qu'il y a de moins en moins de pégistes. Le pégiste, donc entendez par cela l'enquêteur qui travaille à la PJ, la police judiciaire, serait en voie de disparition. Et puis on va continuer à parler aussi de ceux que vous avez rencontrés avec vous sur cette antenne. À tout de suite. Guillaume Farde, quand on lit votre ouvrage aux éditions du Rocher, Flic Stories, les grands flics se racontent, que l'on retrouve également en podcast sur le site de BFM TV, quand on lit ou quand on écoute les podcasts, on se dit aussi que ceux que vous avez rencontrés étaient sûrement pour les plus jeunes des flics inspirants. Oui. Ça c'est clair. Ils ont été inspirés par d'autres qu'eux et ils ont inspiré d'autres qu'eux. C'est comme ça que ça fonctionne aussi, la passion et le sacerdoce. C'est comme ça que ça marche, mais c'est le cas dans beaucoup de métiers. Je pense que dans le journalisme, ça doit être pareil. Vous avez des figures qui vous donnent envie de faire ce métier, puis vous, je pense, vous donnez envie à plein de gens de faire votre métier. Non, c'est un métier singulier quand même. Oui, c'est un métier effectivement particulier parce que ça fait partie des métiers passion pour beaucoup, des métiers prenants et donc aussi des métiers inspirants. Ce qui a peut-être changé aujourd'hui, c'est le côté métier passion. Parce que, comme vous le disiez avant la pause, il y a une lourdeur administrative qui est surtout vraie en police judiciaire. C'est vrai que l'enquêteur de police judiciaire, ce qui le différencie d'il y a un demi-siècle, c'est qu'il est davantage vissé à son bureau à faire des papiers, de la procédure. C'était comment justement un pégiste dans les années 70-80? C'était un mec qui était sur le terrain? Totalement, parce que... Qui allait dans les bistrots, Le code de procédure pénale devait faire 2 à 3 fois moins de volume qu'aujourd'hui. Donc en fait, tout pouvait tenir sur le même PV, l'interpellation de quelqu'un, l'audition et la transmission au magistrat. Donc vous étiez beaucoup dans la rue, vous étiez beaucoup en planque. En fait, c'est un métier très actif. Aujourd'hui, il s'est beaucoup sédentarisé parce que la procédure s'est rigidifiée et parce qu'aujourd'hui, enquêteur, c'est pas toujours très drôle. Soit vous êtes sur une enquête, mais elle est dirigée par un juge et donc c'est à coup de commission rogatoire, on vous dire entendez monsieur machin, posez-lui telle question et rendez-moi compte. Bon, c'est pas très comme dans les films. Oui, non, c'est pas comme dans les films. Ou alors, ce qui est très démotivant, c'est que vous n'élucidez plus rien. Parce que vous avez beaucoup d'affaires, trop d'affaires, pas de temps y consacrer. Quand vous avez plusieurs centaines d'affaires à traiter en même temps, parce que c'est ça la réalité d'un enquêteur à Paris, par exemple, et que vous allez avoir des affaires de vol de téléphone portable, de cambriolage, vous allez rien élucider. Le taux d'élucidation moyen d'un cambriolage, c'est 10%. C'est-à-dire que dans 9 cas sur 10, on ne retrouvera jamais l'auteur. Donc c'est voué à l'échec, finalement. Oui. Donc c'est un sentiment. C'est ça aussi le sentiment de dévalorisation? Oui, parce que quelle reconnaissance vous pouvez espérer des Français? Vous allez prendre la plainte de quelqu'un et au moment où vous prenez la plainte, vous savez que de toute façon, dans 9 cas sur 10, cas d'un cambriolage, vous ne retrouverez pas l'auteur. C'est pas satisfaisant. C'est satisfaisant ni pour le plaignant, ni pour vous, ni pour la société. Et donc, il y a ce stock de plaintes non élucidées qui est, de mon point de vue, le principal problème. Certains vont vous dire, mais le problème de la police, c'est la justice. Mais la justice, elle arrive au bout de la chaîne. Une fois qu'on a retrouvé l'auteur, ou au moins un suspect, en début de chaîne, il y a l'élucidation. C'est de savoir qui possiblement a commis le délit ou le crime. Et en fait, on se rend compte que pour beaucoup de délits qui empoisonnent la vie des Français, les vols, les cambriolages, les coups et blessures volontaires, on retrouve quasiment jamais les auteurs. Et ça, c'est très démotivant, très décourageant. Et c'est ce qui fait que, notamment, la filière judiciaire est une filière en crise. Et on est très loin des images d'Épinal du commissaire Maigret avec sa pipe qui part dans sa Citroën en traction avant et qui va sur le terrain, quoi. Oui. Non, ça malheureusement c'est un peu derrière nous. Ça gagne combien un flic? Oula, ça c'est extrêmement variable. Ça dépend des grades, ça dépend de l'ancienneté, ça dépend des primes. Un jeune CRS ne gagne pas pareil qu'un jeune enquêteur. Ça gagne combien un jeune CRS? Là aussi, en début de carrière, vous êtes plus proche des 2 000 €, à la fin plutôt des 3 000, mais tout ça c'est hors prime et hors avantage en nature. Vous savez que les policiers ont obtenu par exemple des réductions très significatives sur le train avec le dispositif voyager protégé. Bon, c'est un avantage en nature. Donc les policiers, si on compare à d'autres fonctionnaires, ils sont pas nécessairement mal payés. Ils ont été beaucoup revalorisés depuis 15 ans. D'abord, les gardiens de la paix sont passés de catégorie C à catégorie B sans être trop technique. Puis il y a eu le Beauvau de la sécurité. La loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur. On a une LOPMI qui, là aussi, promet encore d'autres primes et autres avantages. Maintenant, le métier, dans certains aspects, peut être dur. On a dit en police judiciaire, il est décourageant, démotivant. En sécurité publique, vous savez, quand
vous n'êtes pas francilien et que votre première affectation, c'est une cité sensible dans un département de la Petite Couronne, bon, vous vous demandez si vous avez signé pour encaisser un tel niveau de violence. On va se retrouver, si vous le voulez bien, Guillaume Fard, dans un instant. Dis donc, quand on vous lit, là, on se dit que vous auriez bien aimé faire ce métier, vous? Moi, personnellement, ouais. C'est assez paradoxal parce que par des aspects, oui, mais par d'autres, je ne l'ai pas fait. Eh ben, ouais, justement, ce sera... Non, parce on parle des flics, mais on va s'intéresser aussi à vous dans un instant. À tout de suite. Bon, alors, Guillaume Fard, oui. Non, mais vous avez un métier passionnant, vous faites plein de choses, vous écrivez des livres super, mais est-ce que vous auriez aimé être flic? Oui, c'est une bonne question. Je me la suis posée. Ouais. J'ai fait des études qui auraient pu y mener. Ouais. J'aurais pu passer les concours comme d'autres l'ont fait parmi ceux qui étudiaient avec moi. Et en fait, je l'ai pas fait. Mais je pense que, j'en nourris pas de regrets. Je trouve que j'ai trouvé ma place parce que expliquer l'engagement des autres, c'est une forme d'engagement. Je dis souvent ça, mais j'y crois vraiment. C'est-à-dire que, au fond, quelle est ma place à moi? C'est d'être un pédagogue. Donc, je viens à votre micro, je suis ravi et j'explique le sens de l'engagement des autres. Et si ça peut donner envie à d'autres de s'engager, j'aurais pris ma part, comme on dit, voilà, d'engagement. Quand je vous regarde, je me dis, pardon de vous le dire comme ça, vous êtes charmant, vous êtes frais comme un gardon, vous êtes beau comme un camion. Non mais c'est vrai, vous êtes beau, vous êtes... Les flics qu'on voit dans les séries, et j'ai l'impression que c'est un peu ceux que vous avez rencontrés pour votre livre aussi, on les sent usés et inusables, on les sent épuisés par leurs fonctions. Je pense à la série Engrenage. J'y ai beaucoup pensé quand j'ai lu votre livre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez en face de vous, peut-être aussi que vos fonctions vous ont protégé de cette usure. On imagine le demi, la clope au bec, les prises de tête toute la nuit pour essayer de retrouver quelqu'un. Enfin, je suis dans le fantasme là ou pas? Pour pas certains, complètement, pour certains que vous avez rencontrés. Oui, alors c'est variable, mais c'est vrai que c'est un métier d'engagement et qu'après, biologiquement, quand vous dormez pas parce que la nuit vous êtes en planque, ça pèse. Ça, c'est inévitable. Mais d'abord, ils sont tous là pour en témoigner, ils sont plutôt en bonne santé. Et puis, il y a un côté assez truculent, à dire vrai. Ouais. Ils vivent des choses qui sont des choses extraordinaires. Et puis, ils sont profondément humains. Parce que en fait, c'est un métier d'humanité, la police. Vous êtes au contact de l'humain. Quand vous êtes chef, vous gérez des humains. Et les bandits, ça reste des humains. Ça reste des êtres humains. Et donc, en fait, c'est des métiers où vous allez vraiment très loin dans l'âme humaine. Y compris dans ce cas-là de Plus Noir, Christophe Molmy, que vous avez reçu, écrit des polars. Il y en a un qui est particulièrement noir, c'est La Fosse aux âmes. Et donc, il y a ce côté-là. On va chercher la part sombre de l'humanité, mais on reste pleinement au contact de l'humanité. On n'oublie pas l'humanité et c'est vrai qu'on pourrait imaginer que ces flics sont déconnectés des émotions et vous avez choisi aussi de les interviewer sur des lieux marquants pour eux de leur carrière. Est-ce que ça en a rajouté à leur... à leur confidence, à la façon dont ils ont pu aussi vous parler d'eux? Oui, je pense. Vous l'avez dit, le livre découle d'un podcast et quand on fait de la radio, on peut se permettre d'abord d'avoir du temps, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, merci. Et puis d'autre part, d'aller rechercher des ambiances sonores. Donc on est allé sur des lieux qui sont des lieux marquants. Et en plus, le fait de ne pas prendre d'images, ça met tout le monde à l'aise. On a pu aller avec Frédéric Vaud dans son bureau à la sous-direction antiterroriste. Bon, c'est un lieu qu'on ne filme pas. Bon, ça tombe bien, on a pris que des ambiances sonores. Mais c'est une façon pour eux de revivre des choses. Donc ça les replonge dans ce qu'ils ont vécu. Sophie Hatt, on est allé au Stade de France parce que le soir du 13 novembre, elle est avec le président François Hollande et c'est elle qui doit lui dire en premier qu'il y a eu des explosions à l'extérieur du stade, qu'il y a un mort et qu'on est probablement sur quelque chose de terroriste. Donc oui, il y a ce côté un peu comme on fait les frères Naudet avec Fluctua avec Mergiture. On essaye de vous remettre dans une ambiance pour que le récit soit au plus proche de la réalité. Mais qu'est-ce que vous avez vu dans leurs yeux justement à ce moment-là? Dans certains moments, c'est dur. Vous savez, quand Christophe Molmy raconte qu'il a perdu le parrain de son fils au Bataclan et que c'est lui qui le retrouve après l'assaut, c'est extrêmement dur. Ou que Denis Favier raconte qu'il a perdu son fils Jérôme au GIGN dans un entraînement et qu'il revient au GIGN, à Satori, et qu'il raconte ça, c'est des moments qui ne sont pas des moments évidents. Alors il y a des moments où on rigole beaucoup, mais il y a des moments où on passe plutôt du rire aux larmes. Ça s'appelle Flick Stories, les grands flics se racontent et vous pouvez donc retrouver cet ouvrage aux éditions du Rocher et donc je l'ai dit aussi, ce sont des podcasts sur le site de BFM TV. Merci infiniment Guillaume Fard. Merci à vous. Plein de succès pour votre livre.